trop de monde, car ce n'est pas pour l'instant épidémiologiquement conseillé. Il y a des moyens de communier avec nos diables de façon responsable, et l'une des meilleures façons de le faire, c'est de suivre l'Euro 2021 sur Ravel. Merci Amaury, tout de suite la suite de votre Carrefour de l'info. Et on démarre donc cette deuxième heure du Carrefour de l'information avec l'un de nos partenaires, Café Babel dans Euromag, et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Alors notre invité de la semaine est un homme politique français, membre de la France Insoumise. Il est le directeur de cabinet de Younous Omarjee, député européen au sein de la groupe de la gauche. Olivier Plamondon, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Arabelle. Et Safouane a bien évidemment plusieurs questions à vous poser. Olivier Plamondon, bonjour. Vous travaillez au Parlement européen, on l'a dit, avec le député Younous Omarjee sur des questions de développement régional. Younous Omarjee, qui est la première personnalité politique d'outre-mer à être élue à la présidence d'une commission. Justement, Monsieur Plamondon, par rapport aux régions ultrapériphériques, si on prend l'exemple de l'île de Mayotte, on connaît ses habitants qui sont dans une situation très compliquée avec la crise de l'eau, la crise du Covid ou encore un taux de chômage très élevé. Concrètement, que fait l'Europe vis-à-vis de ces régions-là et comment l'Europe peut-elle être plus présente à l'avenir ? L'Europe est présente dans les rues puisque des fonds européens y sont déployés. Ce sont des fonds importants et comme ce sont parmi les régions les moins développées d'Europe, oui, elles bénéficient de fonds importants. Mayotte en bénéficie tout particulièrement. L'Europe pourrait faire plus par des moyens renforcés par l'agriculture, mais aussi, je pense, par l'environnement. Aujourd'hui, dans les RUP françaises, il y a un problème, c'est qu'elles ne reçoivent pas de financement de l'Union européenne pour protéger l'environnement. Alors, par exemple, à Mayotte, il y a un patrimoine marin exceptionnel et l'Europe devrait intervenir pour protéger ces parcs naturels. C'est pareil pour la Guyane. La Guyane, c'est la France, un pied français, mais aussi un pied européen au cœur de l'Amazonie. Et pensez bien que l'Europe ne finance rien pour la protection de la biodiversité dans l'Amazonie. C'est impensable. Voilà, ça, ce sont des directions dans lesquelles l'Europe pourrait faire plus. Maintenant, ce qui est attendu aussi à chaque fois, c'est que les États, eux, fassent plus. Et la France, à Mayotte, doit participer plus au développement et renforcer ces aides budgétaires au développement de Mayotte. Vous parlez d'environnement. Les deux doivent faire. Vous parlez d'environnement, c'est vrai que oui, ces régions ont reçu massivement des soutiens économiques de l'Union européenne. Mais comment vous expliquez que les objectifs européens qui ont été fixés n'ont pas pu être réalisés, notamment dans le domaine aussi de l'éducation, de l'emploi ou même de la santé ? Donc c'est la volonté politique nationale, c'est ça selon vous ? Si ces objectifs ne sont pas atteints, parfois et bien souvent, c'est parce que les préalables de développement ne sont pas là et les préalables de développement sont assurés par la France. Et la France ne met pas les moyens suffisants qu'elle devrait mettre dans les régions ultrapériphériques. Figurez-vous que Mayotte est la région la moins développée de l'Union européenne. Or, la France est la deuxième puissance économique de l'Union européenne. Il y a un grand problème. Et les préalables et les bases sont à mettre par la France. Et c'est là où vient aujourd'hui le principal manquement. Et l'Europe ne pourra pas combler ce manquement des autorités du gouvernement français. La transition est toute faite. Le 18 mai, le Parlement européen a adopté le fonds de transition juste. Le budget n'est pas négligeable, 17,5 milliards d'euros pour aider les États membres à faire une transition écologique, je cite, équitable et inclusive. Olivier Plamondon, quels sont les mécanismes qui seront mis en place pour justement aider les États, notamment à verdir leur économie ? Donc, dans le fonds de transition juste, on entend tous transition, et le mot qui est très important, c'est juste. Pourquoi transition juste? Que ce fonds, on ne fera pas une transition écologique à l'échelle de l'Union européenne avec 17,5 milliards d'euros, c'est pas possible. Oui. Mais ces fonds-là sont destinés ce sont des fonds à vocation sociale. Par social, entendez, pour aider les bassins à recréer de l'emploi, à reformer
les personnes qui travaillent dans les industries les plus polluantes, dans l'énergie du charbon. Oui. Je précise que ce fonds justement a pour particularité de ne pas financer justement le nucléaire et les énergies fossiles. Donc concrètement, quel sera l'impact de ce fonds de transition sur les travailleurs du charbon et des industries polluantes? Eh bien, par exemple, en Pologne, puisque c'est un des pays dans lequel ce fonds sera très largement déployé, oui. Si on veut faire une conversion d'une mine à charbon vers une autre activité, on pourra utiliser ce fonds pour former les travailleurs qui sont dans la mine de charbon à un nouvel emploi. Il sera possible, par exemple, de faire une transition sur des industries très énergivores en énergie fossile pour pouvoir les adapter à des nouvelles technologies qui leur permettront de sortir de ces anciennes technologies. Quels sont les nouveaux métiers justement qu'il faudrait créer selon vous? Écoutez, ça, c'est à chaque région, chaque bassin de le décider. Le Parlement ne peut pas se soustraire à ces niveaux-là qui sont ancrés dans la réalité de terrain, qui ont une vision de l'économie locale que moi je peux pas avoir, que personne ne peut avoir ici pour la Pologne. Donc il faudra faire confiance aux autorités locales. Après, on pourrait très bien imaginer, par exemple, et c'est pas applicable partout, mais on pourrait imaginer des systèmes où on bascule vers de l'hydrogène vert, qui est une technologie d'avenir, où on fait des systèmes de production à partir d'énergie, à partir de déchets, d'autres formes. Il y a beaucoup de choses à imaginer. Et puis après, il y a beaucoup de régions, je crois, qui veulent transformer certains bassins industriels en bassins touristiques aussi et développer autour de cette idée-là des nouveaux pôles d'emploi et de développement. Ça appartient au territoire. Une dernière question justement sur le sujet. Ce fonds pour une transition juste va aider en priorité les territoires ultra-périphériques et les territoires d'outre-mer à partir d'un partenariat renforcé, donc pour mieux prendre en compte les besoins locaux. Est-ce que vous êtes optimiste envers cette politique de réduction des fractures territoriales, et surtout, qu'est-ce qui nous garantit finalement que les États ne les laisseront pas de côté comme ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui? Pour les régions ultra-périphériques, vous voulez dire? Oui. Écoutez, on ne peut que être optimiste. On démarre une nouvelle période de programmation. Les fonds vont être déployés pour cette année, et il faut espérer que, à nouveau, on ira vers la réduction des fractures territoriales. Après, dans le grand plan européen qui est mis aujourd'hui en œuvre, vous avez aussi le plan de relance qui représente presque l'équivalent du budget européen. Il y a 700 milliards d'euros. On y reviendra justement. Et là aussi, les États doivent faire attention à la manière dont elles vont le dépenser pour ne pas le concentrer uniquement sur les capitales et les régions les plus développées, parce que sinon, cette masse financière va venir déstabiliser les efforts qu'on fait de l'autre côté pour la cohésion, qui, elle, redistribue vers les territoires les moins développés. C'est l'enjeu qui est devant nous dans la prochaine programmation, mais en tout cas, j'ai bon espoir pour que ce soit bien, et il faut appeler les États à déployer le plan de relance de manière équilibrée pour les territoires, de sorte à ce que les fractures territoriales ne s'aggravent pas. Et quand l'argent est déployé dans les grands pôles urbains, qu'elle aille d'abord dans les quartiers plus défavorisés, là où il y a besoin d'emploi, là où les besoins se font centrer. On passe donc à un autre sujet. On a compris que vous êtes optimiste par rapport à ce fonds de transition juste. Le 1er juin, il y avait quelques mois de retard, le nouveau parquet européen est finalement entré en fonction. La nouvelle instance est destinée à lutter contre la corruption et la fraude aux fonds de l'Union européenne. Olivier Plamondon, une réaction peut-être par rapport à l'entrée en fonction de ce nouveau parquet européen? C'est une très bonne chose. Ce parquet européen va venir renforcer partout en Europe l'état de droit.
On le voit aujourd'hui en Pologne, en Hongrie. De plus en plus de pays rentrent dans des formes de pouvoir réactionnaires, liberticides, et basculent dans la corruption. Ça a été le cas aussi en République tchèque. On ne peut pas fermer les yeux aussi sur ce qui s'est passé en Italie pendant de nombreuses années et ce qui se passe partout dans les États membres. Et ce parquet-là va venir renforcer ça pour le bien commun, pour les citoyens. On est sur les 5-10 années qui viennent, on est dans une grande bataille pour l'état de droit, contre la corruption. Et ce parquet européen en est une cheville ouvrière fondamentale. Donc ce parquet européen donc, sera nécessaire selon vous, mais en quoi il sera plus efficace que les parquets nationaux pour combattre justement la fraude sur l'argent européen ? Tout simplement parce que c'est l'argent européen. Donc, dans certains États, peut-être que ça avait moins d'importance d'aller conduire l'ensemble des enquêtes quand il s'agissait des fonds européens. Et après, ce parquet est totalement indépendant. C'est-à-dire qu'il a été construit de cette sorte, indépendant des pouvoirs politiques, avec une obligation de traiter l'ensemble des plaintes qui arrivent sur la table et de les traiter de manière diligente, honnête, et de ne pas s'auto-saisir d'affaires, ce qui est, par exemple, en comparaison avec la manière dont fonctionne le parquet en France, très très différent. Et c'est un nouveau niveau pour renforcer, oui, toutes ces garanties de bonne gestion des fonds en Europe. Alors justement, le parquet européen surveillera notamment, on en a parlé, l'usage des 750... Vous m'entendez ? Pardon, oui, dites-moi. Oui, il y a une petite coupure. Le parquet européen, je disais, il va surveiller l'usage des 750 milliards d'euros prévus justement par le plan de relance européen, ce qui représente quand même d'importants risques de fraude. Concrètement, quels seront les outils mis en place pour le faire ? Écoutez, il s'appuie sur des réseaux, sur des procureurs délégués dans chaque pays. Oui. Vous en avez, il me semble, 9 ou 10 en Allemagne. Il y en a 6 en France. Il y en a aussi un certain nombre en Italie. Ces procureurs délégués ont toutes les attributions qu'un procureur national a dans son pays, d'enquête. Et puis, il peut se pourvoir directement devant les tribunaux nationaux quand une fraude est avérée et qu'elle peut être établie devant des tribunaux. En tout cas, qu'elle peut être jugée par des tribunaux. Et donc voilà, c'est comme ça que ce parquet-là va fonctionner. Avant, vous aviez un autre organe, l'OLAF, qui faisait les choses depuis Bruxelles et reposait sur une coopération avec les parquets nationaux. Et même si l'OLAF, par exemple, à un moment donné, avait des éléments sur une affaire, l'affaire était retransmise vers les parquets nationaux, et il y a plein de moments où les parquets nationaux bloquaient les affaires, ne les conduisaient pas. Et avec le parquet européen, cela sera possible, puisque les procureurs délégués qui répondent à l'autorité de la procureure européenne iront devant les tribunaux. Donc, c'est des garanties en plus pour les citoyens européens de voir le droit être respecté et l'argent public bien géré. Olivier Plamondon, une dernière question. Nous sommes à 10 mois des élections présidentielles en France. Le président de votre parti, Jean-Luc Mélenchon, a déclaré ce dimanche qu'il ne souhaitait pas d'union hypocrite à gauche au premier tour. Est-ce que ça ne veut pas dire implicitement que le duel Macron-Le Pen aura bien lieu ? Écoutez, rien n'est jamais joué. Les sondages restent des sondages. Jean-Luc Mélenchon est en très bonne position pour l'emporter, peut-être devant M. Macron, peut-être devant Madame Le Pen. Et l'union de la gauche, par exemple, est-ce que ça se fera ou ce sont...
largement possible derrière lui. Pour moi, et je crois que pour de nombreux Français, c'est le candidat le mieux qualifié, qui a le plus d'envergure pour porter nos valeurs, nos idées dans cette présidentielle. Et je crois que l'union de la gauche est encore possible derrière Jean-Luc Mélenchon. Et c'est ce qui devrait peut-être se faire. Voilà, c'était donc la conclusion d'Olivier Plamondon. Je rappelle que vous êtes directeur de cabinet de Younous Omarjee, député européen au sein du groupe de la gauche. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci à vous, très bonne journée. Bonne journée, au revoir. Et on se retrouve dans quelques instants pour l'actu européenne.